Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Culture et changement de mentalité, c'est le sujet que nous allons parler aujourd'hui avec messieurs Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et la fois passée, nous avons parlé de l'éducation et changement de mentalité. Plusieurs questions des téléspectateurs, entre autres sur le sujet autour du quotient intellectuel et même des matières dispensées dans le programme de l'éducation chez nous, dont nous avons dit qu'ils ne sont pas compétitives par rapport aux matières dispensées ailleurs, ce qui fait que nos diplômes au niveau international sont quelque peu fustigés. Et on aimerait bien, pour enlever la confusion là-dessus, que vous puissiez éclairer nos téléspectateurs autour de ce sujet, quotient intellectuel et l'adaptabilité des matières, des enseignements ici chez nous. Comment vous faites la différence? C'est-à-dire, les gens doivent comprendre que l'intelligence, c'est dans l'homme. Pour qu'un homme naisse normal, pour qu'une personne naisse vivant et viable, son intelligence doit être normale. Et ça, ce n'est pas seulement chez nous au Congo, partout. Donc, du point de vue, le quotient intellectuel mesure tout simplement, est-ce que cette personne est-elle normale ou pas? Soit que c'est un idiot est un terme psychologique qui veut dire tout simplement quelqu'un qui a un niveau faible d'intelligence. Et quand on monte en échelon, nous avons d'abord l'idiot, c'est pratiquement bas de l'échelle, nous avons l'imbécile. L'imbécile aussi. C'est aussi un niveau... C'est un niveau inférieur à la normale. Mais par rapport à un idiot, l'imbécile est mieux. Et puis vous avez l'intelligence normale ou faible d'intelligence, et puis vous avez l'intelligence normale. Et quand vous êtes au-delà, c'est là où nous avons des génies. Donc ça, c'est la nature humaine. Ce n'est pas qu'on est congolais, qu'on est américain, non. Du fait qu'on soit homme, on doit être classé dans cette échelle-là. Ça, c'est le quotient intellectuel, tout simplement. C'est-à-dire que c'est comme la température. Pour voir si vous avez la fièvre, on vous met le thermomètre et on vous dit vous avez la fièvre ou pas. Et là, c'est la même chose. Pour dire que celui-ci a une intelligence normale, ce sont des tests psychologiques qui se font pour qu'on vous classe dans la catégorie des imbéciles, des idiots, ou intelligence normale, ou même un génie. Et vous confirmez par là que les Congolais sont intelligents pour la plupart? Mais nous sommes normaux. Les Congolais, en tout cas, à plus de 99%, nous sommes normaux. Donc nous avons l'intelligence normale. Et il y a des génies parmi nous. Contrairement aux homologations des diplômes qui se font ailleurs. Les diplômes, c'est rien. En France, d'ailleurs, les diplômes s'appellent peau d'âne. Une peau d'âne. C'est pour dire que il faut avoir votre diplôme, mais sans avoir le savoir-faire. Donc, les diplômes, maintenant, c'est quoi? Dans un pays, quand on met en place la structure ou la branche de l'enseignement, comme on met en place la branche de la santé, nous avons des hôpitaux. Maintenant, la branche de l'enseignement, c'est là où nous avons aussi des degrés. Nous avons les degrés maternels, primaires, secondaires et universitaires. Alors maintenant, dans ces degrés, c'est le gouvernement qui décide en disant donner à tel degré tel type de matière. C'est tout. Et l'une des questions de l'un des téléspectateurs qui disait, parce que vous avez parlé du gouvernement qui est le pouvoir organisateur, il dit ce gouvernement a du mal à organiser ce secteur qui pourrait aider notamment les Congolais qui vont à l'école à apprendre des matières au même peut-être titre que comme ça se fait ailleurs, ce qui fait que notre éducation aujourd'hui serait au service de notre sous-développement de toujours. C'est-à-dire, quand nous avons dit la fois passée que notre éducation ne pouvait pas faciliter le développement tel que nous le souhaitons, c'est justement parce que nous partons des matières. Tout ce qu'on donne comme, c'est-à-dire les domaines de l'éducation, ce qu'on donne comme matière, la façon dont on donne ça, les résultats auxquels on s'attend. Est-ce que nous atteignons ces résultats normalement, tels que nous les souhaitions?
C'est tout ça. Quand on voit qu'on ne parvient pas à atteindre les résultats escomptés, donc nous sommes en deçà. C'est simple comme gymnastique. Alors, les contenus de nos matières, si nous pouvions, avec ces contenus, si on pouvait atteindre l'objectif tel que nous le souhaitons, là, ça peut aussi nous aider au développement. Maintenant, c'est dans ces matières-là, quand on pose la question, c'est comme les gens vous disent l'histoire. Notre propre histoire est moins connue que l'histoire européenne. C'est ce que nous avons étudié. Nous avons très peu étudié notre propre histoire par rapport à l'histoire européenne. Ce déficit-là, nous allons l'imputer à qui? Est-ce que connaître l'histoire, notre histoire propre, pourrait impacter sur notre avenir et notamment l'avenir du développement de notre pays? Non, c'est-à-dire l'histoire. Hein, l'histoire vous donne la connaissance de vous-même, vous aide à vous connaître. Que nos ancêtres étaient comme ceci, voilà ce qui s'est passé, et nous sommes à cette étape ici. Notre pays a existé dans ses frontières actuelles depuis 1885. Qu'est-ce qui s'était passé en 1885? Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Comment notre pays a évolué? Avant, c'était comment? Nous devons connaître ça. Comme ça, pourquoi on nous a mis ensemble? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que, tel que nous évoluons, il y a eu des moments où il y a eu des velléités séparatistes? Tout ça, nous devons connaître. De sorte que quand nous connaissons tout ça, on peut se dire, malgré les velléités séparatistes de certaines personnes, mais Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas permis qu'il y ait séparation. Ce qui veut dire que nous devons comprendre la volonté de Dieu à travers cet aspect-là. Et quand vous connaissez cet aspect, ça va développer en vous l'amour de votre pays, le patriotisme. Et quand le patriotisme est développé, maintenant, vous pouvez travailler en faveur de ce pays. Parce que nous avons parlé de l'éducation et du changement de mentalité, vous croyez que l'éducation telle qu'elle est pratiquée chez nous ne nous facilite pas à changer de mentalité, à atteindre une certaine hauteur dans le raisonnement et dans la façon d'agir des Congolais, c'est ça? Mais c'est ça les résultats. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire de notre pays? Est-ce que nous sommes suffisamment aptes, disons, nous sommes sur l'orbite du développement d'une façon sérieuse? Nous disons non, c'est tout le monde qui fait ce constat. Maintenant, quand on pose pourquoi? Maintenant, on prend le volet, il y a beaucoup de volets. Oui. Pas seulement les volets d'éducation, mais beaucoup de volets. Comme aujourd'hui, nous allons parler de la culture. Maintenant, l'éducation. Est-ce que l'éducation telle qu'elle est dispensée ici permet-elle à mieux armer l'enfant à devenir un élément du développement? C'est là où se trouve la question. Maintenant, pour répondre, nous entrons dans ce programme. Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants pour qu'ils deviennent des grands éléments du développement? C'est-à-dire l'éducation telle qu'elle devrait être dispensée devrait prendre en compte les défis du Congo dans le temps et dans l'espace. Mais bien sûr, ça ne peut être que ça. Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Nous voulons ça et ça et ça. Mais notre hymne national, le debout congolais, résume tout ça. Notre volonté de l'avenir, notre vision de l'avenir est résumée par l'hymne national. Maintenant, partez de cet hymne national. C'est un idéal? C'est un idéal. Maintenant, voyez ce que vous faites. Est-ce que ça concourt, ça facilite l'atteinte de l'idéal tel que souhaité dans l'hymne national? Nous chantons l'hymne national chaque jour. Mais est-ce que nous comprenons d'abord la portée des idées de cet hymne national? Ou nous répétons seulement pour répéter? C'est tout ça. Mais l'hymne national, c'est un élément aussi de formation. Au moins, l'idéal d'un pays est bien là-bas. Mais il faut le développer. Dans quelle classe on développe l'hymne national pour que les étudiants ou les élèves puissent bien comprendre le fondement philosophique de cet hymne national? On vous laisse seulement chanter et puis c'est tout. Donc c'est pour dire que notre enseignement doit se remettre en cause. Nous ne voulons pas dire que c'est mauvais, parce qu'en tant que chercheur, on ne doit pas critiquer. Un chercheur n'est pas un critique. C'est un proposeur, entre guillemets, de solutions. Mais vous partez des constats et puis vous proposez. Donc nous aussi, nous constatons que l'éducation n'a pas permis à atteindre l'idéal. Bon,
qu'est-ce qu'il faut faire? Changer la stratégie de... Alors, quand on vous regarde, vous êtes le fruit aussi d'une éducation scolastique et même universitaire. Est-ce que vous n'êtes pas fier de ce que vous avez appris, de ce que vous êtes, de votre formation? Ça, c'est une question directe. Oui, c'est-à-dire c'est une formation Parce que de vous base. avez appris ici. Non, ça, c'est j'ai suivi le cursus normal d'un enfant en RDC, du début jusqu'à la fin. Et ce qu'on m'a donné comme formation m'a permis justement de me remettre en cause, de remettre en cause notre formation. À l'université, on n'apprend pas seulement des gens qui doivent des perroquets. Il faut apprendre des gens qui savent faire des analyses critiques pour faire des propositions. L'université est là pour ça, pour faire des propositions concrètes. Alors, toutes les connaissances que nous avons, mais on ne les a pas acquises à l'université ou à l'école. Donc, on s'est formé de soi pour devenir ce que nous sommes. Et vous voulez dire donc, que... la base là était importante et pour cette base, on en est fiers. Vous voulez dire que les vrais diplômés d'aujourd'hui, s'ils étaient formés selon les normes liées au développement et aux défis du pays, ils devraient être réellement au service et de notre société, mais également au service de leurs compatriotes. Mais la finalité des études, c'est quoi? C'est ça, être au service du pays. Maintenant, on ne doit pas blâmer les enfants ou ceux qui ont terminé parce qu'ils ne font pas ceci. Non, on doit s'attaquer à tous les systèmes. Vous, adultes, est-ce que vous avez donné les matières nécessaires à un enfant pour que l'enfant contribue à réaliser cet idéal défini par l'hymne national? Point d'interrogation. D'abord, les matières. 2, est-ce que vous avez dispensé les enseignements, vous aviez rempli toutes les conditions ou vous avez mis toutes les conditions pour que l'enfant soit à même d'apprendre? Point d'interrogation. C'est quand on mélange tous ces éléments qu'on se dit, mais ce n'est pas l'enfant qu'on doit condamner. On condamnerait l'enfant si les enfants refusaient d'étudier. Monsieur Dieu de Là, on les condamnerait. Mais ils ne refusent pas d'étudier. Ils gobent tout ce qu'on nous leur disons. Mais ils n'ont pas tort. C'est à nous, justement, de revoir ce que nous mettons à leur disposition par rapport à notre finalité. Voilà. Monsieur Bifouma, nous parlons aujourd'hui de la culture et des changements des mentalités. Nous sommes dans un pays pluriculturel parce qu'au moins chaque clan, chaque tribu a ses rites, ses coutumes. Donc la culture est tellement diverse dans notre pays. Alors, je voudrais bien que vous puissiez d'abord répondre à cette question. Est-ce que notre culture est-elle tournée vers le développement? La culture congolaise en général, parce que vous avez quand même eu le temps de l'étudier selon plusieurs compartiments. Justement, d'abord, la culture, c'est la façon de vivre et la façon de penser d'un peuple. Maintenant, notre façon de vivre au Congo, la question que nous pouvons nous poser, est cette façon de vivre nous permet-elle de bien attaquer le développement? C'est ça la problématique. C'est quoi notre façon? Quand vous parlez de notre façon de vivre, c'est quoi? Justement. Ce que nous avons comme type de famille, ce que nous avons comme type de maison, notre façon de nous nourrir, notre façon de nous habiller, notre façon de nouer des relations déjà interpersonnelles entre nous. Est-ce que c'est ça ou bien il y a autre chose en dehors de ça? C'est ça seulement, ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous venez de développer contribue justement à définir la culture. Parce que notre façon de vivre, maintenant posons-nous la question, parce que nous nous connaissons. Est-ce notre façon de vivre, notre façon de penser, pas la façon de penser d'un groupe, d'une élite, non, de la grande majorité de la population? Et cette façon de vivre et de penser est-elle favorable au développement? Parce que la culture est un paradigme très important pour développer un peuple. Et là, je suis en train de craindre qu'on s'attaque à notre solidarité, parce que vous savez, nous sommes très solidaires. Lorsque c'est un oncle, une tante qui meurt au village, c'est tout le monde qui doit cotiser, c'est tout le monde qui doit aller, c'est tout le monde, ça fait partie de notre culture. Est-ce que ce sont des habitudes qui nous freinent aussi? Ou sinon, il faut inventer plutôt d'autres façons de vivre? Non. C'est comme si vous disiez, bon, notre façon de manger, nous devons la changer au profit
de la façon de manger des Japonais ou des Américains. Mais à quel niveau notre culture ne nous permet pas d'évoluer? Mais la façon de penser, la façon d'aborder certaines questions. Les questions fondamentales d'un pays ou d'une nation. Cette façon d'aborder le commun des mortels, comment il vit. Partons tout simplement prenons le cas des élections. Comment les élections, comment les hommes politiques font-ils leur campagne? Mais ils tiennent compte de la culture générale. Parce que si notre culture exigeait que la personne qui fait la campagne puisse bien expliquer les idées, que non, vous, si on vous vote, vous allez faire quoi? Si notre culture exigeait de tous les candidats cette façon de voir, les candidats viendraient aussi aller fournir un effort pour concevoir de bonnes façons de leur projet. Vous serez élu pour vous attaquer à quel problème? Pour nous aider à améliorer tel problème. Non, mais vous savez, si le candidat il est par exemple de ma famille et qu'il passait, c'est déjà l'honneur d'abord pour la famille. Mais c'est déjà culturel. Et puis, voilà, nos élections, et surtout quand il faut parler des candidats au niveau présidentiel, par moments on est face à des élections et des candidats qui vous amènent à agir de façon à séparer ou sinon des élections régionalisées selon qu'on est de tels coins et que ce sont eux qui doivent nécessairement me soutenir parce que je suis leur frère. Voilà. Qui est frère de qui et qui ne l'est pas? Mais c'est tout ça. Ça prouve que notre façon de penser n'est pas favorable au développement. Nous n'avons pas encore développé une sorte de communion. Mais c'est tout ça. C'est-à-dire, quand on décrit de telles façons de voir, on ne sait pas, c'est-à-dire, parce que c'est ton frère, qu'il ait un bon ou un mauvais programme, vous le votez quand même. Donc vous n'avez même pas vous posé la question, dit, mon cher, tu as quel programme? Rien. Ça fait partie de notre culture. L'essentiel, la mauvaise culture. La culture de sous-développement. Justement, ça prouve que notre façon de penser est encore loin. Très loin. Très loin dans le mal, pas dans le bien. Donc voilà des éléments palpables. De sorte que nos hommes politiques maintenant, quand ils analysent notre façon de vivre, comment pense la population, mais ils montent les stratégies de campagne en fonction de ça. Comment vous voulez... vous savez que nous n'avons pas de personnes qui ont des jets privés. Ils peuvent exister, mais pas nombreux. Je pense qu'ils soient nombreux. Mais vous allez fonder votre campagne en disant, non, moi, si je devenais, vous m'élisez comme député, je vais commencer à venir avec mon jet privé chez vous. Pour vous démontrer que j'ai des moyens et que je suis capable de poser des actes positifs en votre faveur. Et ça fait partie de notre mauvaise culture de penser que l'argent, gagner la vie, c'est dans les affaires publiques, dans la gestion des affaires publiques. C'est tout ça qui fait que notre façon de penser est négative. Donc, par rapport au développement, ça, ce sont des façons de penser qui dérangent. C'est lui qui doit donner l'impulsion, doit forger sa stratégie de campagne par rapport à la population, à la culture de la population. Comme la population dans l'ensemble ne comprend rien ou pense d'une façon faible, il suffit de lui apporter des poissons chinchards, des Thomson, des polos, de ceci. Vous êtes élu. Sans programme. Vous n'avez même pas besoin d'aller crier, tout ça. Vous allez seulement avec un groupe de danseurs et chanteurs. Ils font des tapages, ils distribuent les polos, ceci ou cela. Terminez la campagne bien faite et vous gagnez. Ça prouve quoi? Ça prouve que vous avez en face de vous une population qui ne comprend encore rien. Donc, la façon de penser par rapport aux élections, cette population est encore très loin. Nous avons encore du mal à faire une campagne basée sur des valeurs sociétales qui aideraient la population à voir plus loin et surtout à juger les gens, les candidats, même s'ils étaient de leur ethnie. Ce tribalisme, alors je voudrais qu'on en parle aussi. Est-ce que le Congo n'est pas toujours tribal, même si on en parle peu? Justement, c'est-à-dire, ce sont ces genres de questions que nous devons dénoncer et aborder avec courage. Le tribalisme ou la tribu, du point de vue métaphysique, la tribu n'est pas mauvaise. Mais pourquoi il y a la tribu?
C'est tout simplement, il y a deux facteurs qui jouent pour qu'il y ait une tribu. Le temps et l'espace. C'est-à-dire, l'espace, vous êtes dans un espace géographique bien donné et vous y passez plusieurs siècles. Mais c'est tout à fait normal que vous puissiez développer un comportement par rapport à votre environnement. C'est tout à fait normal. Alors, comme vous étiez là pendant plusieurs années, et vous développez, vous tous, vous avez la même façon de vivre, vous partagez les mêmes valeurs, mais ça forme une tribu. Vos valeurs ne sont pas nécessairement les mêmes que les valeurs des autres. C'est comme, par exemple, entre les Chinois et les Louchois. Mais c'est un exemple palpable. Un exemple palpable. Les Chinois, quelqu'un qui a vécu à Kinshasa des siècles, des années, commence à réfléchir différemment d'un Louchois. Ou celui qui est dans la forêt, ou peut-être dans la savane, ou pour se laver, pour boire de l'eau, il doit faire des trajets, 1 kilomètre pour aller prendre de l'eau. Et toi, tu es né à un endroit où tu prends de l'eau à 2 mètres. Quand tu veux boire, tu veux te laver, tu n'as même pas à te déplacer, l'eau est là. Mais pendant 40 ans, 50 ans, 2 générations qui vivent de cette façon-là. Mais ça change aussi le comportement. Est-ce que les différentes façons de voir les choses, de se comporter, de vivre dans 2 sociétés différentes ne nous divisent pas du coup? Mais c'est ça maintenant le problème. Parce que par rapport au temps et à l'espace, il s'est forgé certaines façons de voir les choses différemment. C'est-à-dire, celui qui a vécu plus dans la forêt aura une vision différente de celui qui a vécu dans la savane. Et tout ça crée des diversités. Mais pas la division. Non, pas la division, la diversité. Et notre Constitution a bien fait de récupérer cette réalité, de ne pas occulter cette réalité en parlant de la diversité culturelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Un Quinois peut se marier à un Louchois. Ça, sont des petites conséquences. Un Moulouba peut se marier à un Équatorien. Ça, c'est la conséquence justement de ce mélange. Mais maintenant, le plus important dans un pays, c'est quoi? Ce n'est pas que ces petites différences puissent exister et surtout quand il y a des valeurs négatives, qu'on puisse les laisser évoluer. Ou parce les généraliser. Que chez nous, c'est une valeur négative, nous devons continuer à évoluer avec cette valeur négative. Non, c'est là où maintenant le gouvernement, dès lors que le gouvernement est reconnu la diversité culturelle, donc c'est au gouvernement de faire un recensement de toutes les valeurs culturelles. Et celles qui sont mauvaises, on les écarte, même si chez vous, c'est une valeur bonne. Mais si sur le plan national, c'est une mauvaise valeur, on l'écarte. Et là, on ne retient que tout ce qui est bonne valeur à travers toutes les tribus. Comme ça, on fait une symbiose. C'est là où on peut maintenant orienter l'action disons, la vision culturelle. Donc, vous faites l'appel à la constitution d'une charte des valeurs culturelles congolaises. Juste, c'est-à-dire, ce n'est pas une charte. Ce qui est bon, ce qui est reconnu comme bon, on peut couler ça sous forme de loi. C'est comme ça que ça devait se faire. Et certaines lois peuvent donner certaines latitudes en disant, bon, nous, le principe, c'est celui-là. C'est comme il y a un projet sur les problèmes des dots. Oui, mais je voudrais justement poser une question autour de ça. Nous savons que la dot chez nous, ce ne sont pas les mêmes éléments, ce ne sont pas les mêmes biens qu'on remet à la famille, de la femme notamment, parce que chez nous, c'est l'homme qui va doter. Mais dites-nous, quel est votre commentaire autour de ça, parce que c'est un sujet vraiment qui a suscité un vrai tollé. Et déjà, on sait que les Bakongos sont les familles les plus chères en termes de mariage de leurs filles. Et ça a impacté même d'autres tribus dans notre société, généralement à Kinshasa. Quelle est votre lecture sur la fixation de la dot, et surtout quand on parle de $500 dans les milieux urbains et $200 dans les milieux ruraux? Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait rire d'abord. Parce que je me suis dit, y a-t-il un seul cas d'un jeune homme
qui n'a pas pu épouser sa femme parce que la dot lui exigeait est importante. Oui, mais ça c'est vrai. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à se marier tout simplement parce que supporter le coût de la dot, c'est de l'argent. La nuance est fondamentale. C'est là qu'il faut partir pour la réflexion. Y a-t-il des cas, un jeune homme qui aime bien sa femme, qui est fiancé, mais qui a coupé cette relation, qui n'est pas parvenu à épouser cette femme parce que la facture, la dot qu'on lui a exigée est très costaud. Oui, ça existe, ça c'est vrai. Non. Attention, je répète bien ma question. Non, mais j'ai compris. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures qui ne se font pas en fanfare. C'est-à-dire un jeune homme qui se dit aujourd'hui, écoutez, je viens bien prendre la facture pour la dot, on lui en donne, il évalue par rapport à ses revenus, il se dit, écoutez, je préfère bien m'éclipser, mais en sourdine, ça se fait. Mais justement, ce sont ces cas-là. Vous voyez, quand on veut aller loin, il faut des faits. Des faits concrets, que oui, on a recensé 5 cas Massina. Autant de cas. Parce que les mariages, les factures, les uns les autres finissent toujours par trouver le compromis. Parce qu'il y a toute une phase de discussion de la facture. Toute une phase. Dans toutes les coutumes, il y a cette phase-là. On fait la proposition de la facture. Deuxième phase, discussion de la facture. Et vous savez pourquoi chez nous, il y a... Non, mais je ne vous coupe pas. Vous savez pourquoi chez nous, il y a le système Yagatovanda? Ce n'est pas généralement parce qu'ils veulent bien cohabiter. Mais c'est aussi parce qu'il faut supporter le coût de la dot. Vous n'avez pas l'autorisation de vous présenter devant un officier de l'état civil sans l'autorisation des parents. Et ces parents qui doivent non seulement s'habiller, mais aussi avoir des moyens en compensation. Oui. Là, nous allons revenir à toutes ces autres questions. Moi, c'est le point de départ. Et puis, la réflexion va découler. Première question, y a-t-il des faits où il y a eu rupture par recherche de solutions alternatives? Ce que vous dites, Yagatovanda, c'est que c'est une solution alternative, tout simplement. Mais rupture totale pour dire, moi, je t'aime bien, mais comme tes parents me réclament trop d'argent, je romps cette relation, moi je vais chercher une autre femme. Ça ne se dit pas. Non, mais c'est là le problème. On parle d'abord de là. Ouais. Maintenant, est-ce que vous avez des cas comme ça? Parce que si ce genre de cas existait, c'est alors qu'on peut légiférer sur ce genre de cas. Mais si c'est seulement une réflexion intellectuelle pour dire, ah, bon, $1000 c'est trop, donc plafonnons à 200. Et qui vous dira qu'en milieu rural, $200 ce n'est pas beaucoup? Et vous allez encore faire quoi? Donc, or, on ne peut pas avoir des lois contraignantes. On peut peut-être non, mais c'est ça le rôle de la loi. Mais il y a des lois qui... Non. Il y a des lois qui ne sont pas contraignantes en disant faites ça obligatoirement. Il y a des lois où l'on fixe des maxima et les minima. Et n'allez pas au-delà, n'allez pas en deçà. Mais c'est déjà ça les contraintes. Mais c'est ça. Maintenant, quand on dit... Quand la loi fixe les limites, c'est déjà des contraintes. Quand on dit 500, d'autres $500, c'est-à-dire que quand vous avez 450, vous n'avez pas atteint les 500, vous ne vous mariez pas. C'est ça le problème. Mais quand on dit, bon, pour éviter qu'il y ait des débordements, nous ne pouvons pas accepter que les dots aillent au-delà d'eux. Donc, vous pouvez être en deçà comme vous voulez, mais n'allez pas au-delà. Là, au moins, ça va. On laisse une certaine liberté aux gens. Ou même dans les villages, vous allez dire à un monsieur, moi, il faut d'abord $200 de dot. Mais si vous avez facilement les $200 en ville, ce n'est pas la même chose. Et maintenant, vous allez dire quoi au niveau des villages? Que non, moi, je ne sais pas donner $200, alors ils vont se rabattre à $50. Donc, fixer de cette façon-là, c'est là où je dis, ce n'est pas prudent de toutes les façons. Moi, je ne trouve pas ça prudent. Mettez des limites, faites un bon encadrement. Si l'éducation était bonne, on pouvait... En sociologie, parler de ça aussi aux élèves, aux étudiants, les prévenir que quand vous marierez, tenez compte de tels éléments pour ne pas exagérer de la dot. Alors, la signification de la dot. Une question. C'est tout ça qu'il faut mettre sur le tapis et non aller avec des histoires, disons, tapageuses. Ça, ce n'est pas... Moi, ça me fait sourire. Oui, je sais que vous êtes aussi très cultivé. Et surtout dans le contexte
traditionnel congolais, je voudrais vous poser une simple question. Les difficultés pour des jeunes Congolais aujourd'hui de se marier, surtout en milieu urbain, sont-ils dus seulement à la dot ou sinon il faut aller chercher aussi des solutions à travers le chômage qui bat son plein? C'est d'abord le chômage. C'est d'abord le chômage. Un jeune qui a son revenu, on lui dit, viens te marier, mais il faut donner $1000. Mais s'il est bien payé là où il est, $1000, il dirait que c'est quoi? Parce que ce n'est pas que le mariage, c'est du tic au tac. Tu as le temps de te préparer. Tes amis peuvent t'aider. Tu peux même venir solder à tout moment. Pardon? Tu peux même venir solder à tout moment. Mais non, mais ce sont des choses que les familles acceptent dans la négociation. Que non, tu peux avancer quelque chose, tu n'as que ça, tu avances. Le mariage, on ne se marie pas pour 2 ans ou 5 ans. C'est pour la vie. C'est-à-dire, cette question ne devait pas relever d'une loi, mais plutôt de la morale, ou sinon d'une sensibilisation dans des milieux familiaux. Non, la loi peut être là, mais pas une loi contraignante en disant, en ville, vous voulez vous marier, $500. En brousse, à l'intérieur du pays, vous voulez vous marier, $200. Non. Mais pour éviter des excès, de certaines personnes qui peuvent dire quoi que ce soit, on peut dire non. Mais vous reconnaissez au moins qu'il existe des excès? Pardon? Vous reconnaissez qu'il existe des excès? C'est tout à fait, si ça existe, on ne peut pas dire que nous sommes sur une terre parfaite. Non, mais je voudrais que vous puissiez confirmer qu'il existe des excès. Non, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on voit sur des factures, même des motos, on vous demande... C'est relatif aussi. Il faut toujours voir l'aspect relatif. Il y a des gens, même si vous lui apportez une facture de $5000, je vous le donne. En quoi il va considérer que c'est excessif? Bon, c'est vrai que le mariage d'un garçon qui vient d'une famille riche... Mais c'est tout à fait... Raison pour laquelle nous disons, c'est hasardeux de donner des limites comme ça. $500 pour ceci. Et si je n'en ai pas, maintenant je vais faire quoi? Donc, mais quand vous mettez des limites, vous négociez, parce que sur le plan coutumier, et puis la coutume, cette phase de discussion des factures, ça fait partie aussi de la beauté du mariage. On ne doit pas oublier ça. Parce qu'on vous donne la possibilité de négocier tout ça. Mais les négociations, ce n'est pas que les gens vont se bagarrer. C'est une façon de raffermir les relations aussi des familles. Parce que nous avons eu le temps de discuter. Il y a des familles, quand ils échangent comme ça, il y a même des gens qui se fâchent. Mais ils finissent toujours par trouver un compromis. Ils ne se battent pas au moins. Justement, ils ne se battent pas. Ils se chamaillent et tout ça, mais en fait, ils trouvent le compromis. Ils prennent leur verre et puis ils se mettent à danser, à boire et puis c'est tout. Mais ça fait partie aussi de la beauté. Justement, de raffermir aussi les relations. Mais la culture, ce qui est important, c'est de voir que les éléments, notre façon de vivre, de se comporter. Quand j'ai toujours dit que nous sommes dans la culture de la cueillette, c'est quoi la culture de la cueillette? C'est la culture de la facilité. Évidemment, quand on fait la métaphysique, c'est-à-dire on cherche les causes premières. Pourquoi nous sommes arrivés à cette culture de la facilité? Tout simplement parce que nos ancêtres n'avaient pas besoin de congélateurs, n'avaient pas besoin de frigo ou de ceci ou de cela. Parce qu'ils savaient que quand je veux manger, il suffit d'aller derrière, je vais prendre des chenilles, je viens préparer. Non, mais vous voulez dire que cette culture-là continue aujourd'hui? Non. Les conséquences de cette culture qui continue. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous croyons toujours qu'il suffit de tourner le dos dans la brousse, vous avez tout ce que vous voulez. Non, mais il n'y a pas de brousse. Non, justement. Maintenant, on se rend compte que même dans ceux qui sont peut-être dans les forêts ou près de la brousse, ils peuvent continuer à se comporter de la sorte. Mais ceux qui vivent maintenant dans les villes, ça devient compliqué. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un poisson, il faut le pêcher. Mais ce n'est pas ici à Kinshasa, ça peut venir de très loin. Donc, les choses sont en train de changer et nous devons maintenant nous adapter notre façon de voir par rapport aux chenilles. Où est-ce qu'on cultive les chenilles? Il y a très peu Pourtant, des projets existent où l'on peut cultiver des chenilles. Mais les gens, dans des fêtes, on vous parle de chenilles, tout ça, mais on ne veut pas les produire. On vous parle de ceci, on ne veut pas faire ça. C'est-à-dire, on se limite à aller ramasser ce que Dieu a donné.
On peut cultiver. Non, mais quand ça existe, c'est comme le fumbois, comme les chenilles dont vous venez de citer, quand ça existe dans la forêt, vous voulez nous interdire d'aller les chercher que de les produire. Mais chercher, mais comme la population évolue, je vais vous dire, Dieu a fait naître tout ça. Comment nous pouvons aussi, nous, commencer à cultiver le fumbois pour que nous l'ayons à tout moment? Oui, mais parce que vous parlez de la culture de cueillette, c'est aussi une sorte de notre solidarité en famille. C'est que l'enfant de l'oncle peut grandir ou bien aller à l'école grâce au soutien de sa tante. Ce n'est pas ça. La solidarité a une valeur, c'est-à-dire nous nous entraidons très facilement. On s'entraide. Ce qui n'est pas mauvais. L'entraide, ce n'est pas... C'est une qualité. Attention, l'entraide, c'est entre nous, les membres de famille. Tel travaille, tel aussi travaille, mais celui-ci a besoin de ceci, on l'aide. Mais quel serait... Mais par contre, ce que nous vivons, c'est le parasitisme. C'est-à-dire, celui-ci ne fait absolument rien. Il ne veut rien faire. Mais c'est à tout moment qu'il va dire, oh non, moi j'ai fait, donnez-moi ceci. Et qu'on lui donne et il vit. Ça, c'est le parasitisme qu'on doit condamner. Comme les Mabanga. Surtout ça. Ça, c'est la mendicité. C'est-à-dire, c'est le comportement des musiciens, des hommes de théâtre. Ça fait partie de notre culture. Et ils trouvent ça normal. Ça ne leur dit rien. Parce que s'ils trouvaient ça anormal, ils auraient abandonné. Quand ils doivent s'inspirer des musiciens français, belges ou bien... Non, ils n'ont pas de référence là-bas. Mais justement, ça prouve quoi? Que leur façon de jouer la musique, c'est encore très bas. Or, ils devaient valoriser même leur propre musique. Ils ne le font pas. Mais comment ne pas... Quand vous chantez pour quelqu'un... Vous le dites en tenant compte de la beauté peut-être de notre musique aussi. Non, la musique c'est une chose. La mendicité, je ne dis pas son nom, c'est une autre. Parce que dans le passé, on n'avait pas connu ça. Quand les musiciens pouvaient se suffire d'eux-mêmes, mais ils chantaient, c'est tout. Mais depuis que les musiciens ont constaté que bon, ma musique ne paye pas suffisamment, et alors que j'ai envie de bien vivre, pour que je vive bien, je dois aller flatter. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que notre État ne facilite pas la culture dans ce domaine-là? C'est tout ça que nous disons. C'est-à-dire la culture n'est pas... Lorsque déjà les musiciens n'ont pas de subsides, n'ont pas de moyens pour promouvoir leurs œuvres, mais écoutez, ils peuvent se rabattre sur ceux qui sont prêts à acheter en contrepartie de leur nom cité dans les albums. Non, c'est ça justement la faiblesse. Et c'est honteux même que les musiciens se défendent. Mais l'interdire, c'est ça la façon de réparer? Non, c'est honteux d'abord qu'ils valorisent cette façon de faire. C'est honteux. Parce que c'est eux qui font la musique. C'est à eux de bien réfléchir sur comment ils peuvent-ils survivre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la Socoda. Pourquoi la Socoda ne les aide pas? Ils font des œuvres, mais s'il y a faiblesse de rémunération de la part de la Socoda, pourquoi? Ils s'entrecusent entre eux, tel a mal géré, tout ça. Ça, ce sont des choses qu'ils devaient régler à leur niveau. Mais la mauvaise gestion, ça fait partie aussi de notre culture. Hein? Ça, vous n'en avez pas parlé. Hein? Mais c'est tout ça qu'on vous dit. Non, mais parlez-en quand même. Non, à haute voix, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais que vous puissiez placer un mot sur la culture de mauvaise gestion. On dirait qu'il n'y a pas de bons gestionnaires dans notre environnement. Ce n'est pas ça. Ça serait trop facile de le dire. Il faut approfondir. Docteur Crécey, docteur Crécey a découvert ce qu'on appelle le triangle de la fraude. Ce n'est pas un Congolais ni un Belge qui nous a colonisés. C'est la conclusion. Justement, c'est-à-dire, quand le docteur Crécey découvre le triangle de la fraude, c'est quoi? Mais il y a la pression. La pression formée par qui? Faite par qui? Par la base. Entre autres, non seulement la base. Il peut y avoir aussi des multinationales qui font de la pression. Et puis, l'opportunité. Qui offre l'opportunité? Beaucoup d'éléments peuvent intervenir. Et l'attitude. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas été bien formé ou qui constate que la pression de la population, il faut faire face à cette pression-là. Il prend. Quand il prend, il donne à la population applaudit. Quand il ne prend pas, il ne donne rien à la population les rejette, l'injurie même.
Donc la population pousse elle-même les gens à prendre. Cette dimension, on l'a... Non, mais la pression individuelle, personnelle aussi. Je suis devenu ministre au PDG, mais depuis, je ne me suis jamais acheté une maison. C'est peut-être aussi l'occasion. Vous avez parlé de l'opportunité. Mais c'est ça l'opportunité. Alors l'attitude qu'il faut soigner. L'opportunité, c'est que il y a l'argent tu as subi une pression, les gens ont besoin d'argent, et puis tu vas au bureau, tu trouves que la caisse est là, on met devant toi une caisse. Maintenant, c'est l'attitude. Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je peux prendre. Parce que quand je vais prendre ici, je vais construire un pot chez mon village, je serai applaudi par la base. Et aux prochaines échéances, je serai élu. Mais si je ne prends rien, quelqu'un peut dire, non, moi, je ne veux pas prendre parce que ma conscience ne me pousse pas à prendre. Je refuse de prendre. Et la personne qui refuse de prendre, il ne donne rien à la base, il est vilipendé. C'est-à-dire, c'est lui qui prend, qui gère mal, la population l'applaudit, et c'est lui qui refuse de prendre par conscience et est vilipendé. Voilà, maintenant, on a deux personnes dans la société. Et le paradoxe. Qui est à la base de ça? C'est un paradoxe énorme. Mais on doit justement aborder ce genre de questions de façon froide et sincère pour dire quelles sont les mauvaises habitudes à abandonner, quelles sont les valeurs culturelles à abandonner et quelles sont les valeurs culturelles à promouvoir. Voilà. Entre autres, la mendicité de nos musiciens, de nos acteurs de théâtre, c'est à condamner, donc il faut les décourager. Mais quand on vante une autre valeur, là, on peut la défendre. Vous serez prêt à répondre à plusieurs questions des téléspectateurs à la prochaine. Comme d'habitude. Voilà, on essaiera de répondre, on essaiera de parler de ce paradoxe culturel dans les mentalités, les habitudes des Congolais. Merci, M. Buffumon, d'avoir répondu à nos questions. On revient prochainement. Ok, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. Posez des questions, numéro affiché au bas de votre écran. On revient prochainement pour y répondre, mais aussi continuer autour du même sujet. Culture et changement des mentalités, ça a été très intéressant. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.